Merci d'être avec nous ce soir dans la boîte. Je vous l'annonce avec une pointe d'émotion dans la voix parce que vous faites dorénavant partie de l'histoire de cette chaîne Twitch. Et vous savez pourquoi? C'est la première table ronde, carrée, losange, je ne sais pas. Mais quelle table, quelle table ronde avec vous deux. Mais c'est la première fois que pour un vrai live, qui n'est pas un live test, j'ai plusieurs invités simultanément ici. Et ça restera comme une date importante sur cette chaîne, quoi qu'il arrive. Et puis au programme, avec vous deux, les femmes tueuses, on va beaucoup s'amuser, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, en fait, ça va être terrible. Ça vous fait rire, hein, ça. Mais ça peut paraître étrange, mais... Voilà. Ça peut paraître... Si tu vas t'amuser. Je suis quand même entourée de 2 femmes et on parle bien de la criminalité féminine. Voilà. Donc, C'est ça. c'est toujours assez risque et péril. Et une psychopathe et une schizophrène. Alors après, à toi de voir. Eh ben écoutez, ça peut paraître étrange, mais en fait je suis convaincu qu'on va passer une toute belle soirée avec vous. Vous qui nous écoutez, qui êtes dans la chatroom, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le live. Vous l'avez compris juste avant si vous étiez avec nous, j'essaye de relayer au mieux tout ce que vous dites. Je rate parfois des choses, mais vous n'hésitez pas à répéter, à m'enguirlander dans le chat. Hein. Tôt ou tard, je finirai par le voir. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ce live est surtout le vôtre. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je propose que vous vous présentiez, parce que je pourrais le faire, mais c'est tellement plus drôle de demander aux invités de le faire. Comme ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et vous pouvez ne pas dire tout ce que vous ne voulez pas. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. On va dire celle qui avait... Vas-y, Cécile. Oui, celle qui avait son micro en dernier. J'aime bien quand tu me désignes. J'ai pas été assez rapide. Donc c'est moi qui commence. À toi, allez, Cécile. Cécile, du coup, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais Voilà, oui, pour les gens qui découvriraient. On va faire rapide. Donc, je vais utiliser un mot exprès pour embêter Sacha. Donc, je suis autrice de... Oh non. depuis un petit bout de temps maintenant. Donc, roman, nouvelles, poésie. Un petit peu tout en fait. Je m'amuse avec les mots, quelle que soit la forme. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai fait pas mal. Tu touches ton micro. Oui, mais je n'entendais pas bien. Et donc, pardon. Et donc, les comédies, que ce soit des comédies ou des thrillers, ce sont plutôt soit de la violence intrafamiliale, soit de la comédie intrafamiliale, parce que pour moi, on connaît dans nos familles nos plus grands bonheurs comme nos plus grandes difficultés, peur, violence, enfin bon, un petit peu, c'est le théâtre de beaucoup de choses et voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je fais aussi un peu de photos noir et blanc que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Voilà en quelques mots ma carrière d'auteur. Et parce que je ne l'ai pas noté, en fait je te suis, mais je ne le connais plus par cœur. Pour te suivre sur Instagram, c'est... Oh si on cherche Cécile Pello, normalement on tombe dessus parce que normalement on tombe sur Cécile... toi. Ouais, c'est Cécile. Il n'y en a pas 36 000, c'est mon vrai nom. Donc... On ne peut pas voir quand même. Hein, mais oui, ne lui faites pas mal en tombant sur elle. J'aime bien qu'on me tape. Cécile SBF Pello. Mais normalement, en tapant Cécile Pello, ça devrait être bon. Avec quel livre vous découvrir Alors aujourd'hui, donc j'ai 4 romans qui ont été édités. Les 2 seuls qui sont encore disponibles sont seulement disponibles sur Amazon. Donc c'est On ne choisit pas sa famille et Le brouillard d'une vie. Et les 2, c'est, j'ai envie de dire en fonction de ce que vous avez envie de lire, On ne choisit pas sa famille, c'est de la comédie. C'est une famille qui s'adopte, mais au lieu que ce soit des parents qui adoptent des enfants, c'est des adultes qui s'adoptent de façon consentante les uns avec les autres pour former la famille qu'on n'a pas eue ou qu'on voudrait avoir. Donc on adopte la grand-mère grognon, le grand-oncle un peu chelou, la cousine, la tante, et ça fait un gros bordel. Donc c'est On ne choisit pas sa famille. Et Le brouillard d'une vie, c'est le premier thriller que j'ai écrit. Et c'est parti d'une nouvelle en 400 mots sur une femme qui a peur. J'ai pas pu lâcher cette histoire et ça a donné lieu à mon premier thriller. Donc j'ai envie de dire, ça dépend si vous avez envie de pleurer, frissonner avec mes personnages, si vous avez envie de les prendre par la main, les avertir du danger, ou si vous avez envie
de vous poiler avec une smala un petit peu folle dingue. Voilà. Moi, j'ai une vague idée de par où je commencerai. Pas par où j'ai commencé. Merci beaucoup, Cécile, pour ces premières infos sur toi. On va évidemment continuer parce que je crois qu'il y a de la littérature d'un pays lointain que tu aimes particulièrement, mais qui a un lien avec tout le reste. On en reparle juste après. Tout à fait. Mais parole à Sacha, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton merveilleux parcours, sur qui tu es, sur la chance qu'on a toi aussi de t'avoir avec nous ce soir? Ah non, mais non, ça, c'est gentil, vraiment, je suis très contente. Alors déjà, Cécile et moi, on est très contents d'être là, mais en plus, le fait de savoir que nous sommes très franchement, là, touchée, hein, vraiment très touchée. Donc Alors, merci encore, Frédéric. Alors, je t'explique juste un truc, Sacha. Quand tu fais des compliments, il faut pas que tu frappes dans ton micro, parce qu'alors on t'entend plus. Et du coup, j'ai pas compris ce que tu as dit, mais ça me fait super plaisir quand même. On était très touchés d'être la première table ronde. Ah, mais ça me touchait beaucoup que ce soit vous, c'était très important pour moi, et donc merci d'avoir accepté, vraiment, parce que je trouve que ce que vous faites est passionnant. On va en parler de comment ça se fait. J'aime bien nos échanges d'amabilité avant de parler de sang, comment ça on va parler, etc. On a l'air... On va parler de sang et de meurtre. Je t'en prie, Sacha. Oui, donc moi c'est Sacha. Je suis policier de métier, je fais de la protection rapprochée de personnalités politiques françaises ou étrangères depuis bientôt 20 ans. Je suis policier depuis bientôt 30 ans. C'est mal. Et je suis passionnée par l'étude du comportement des tueurs en série, ce qui m'a fait reprendre mes études en fin 2014. J'ai fait un diplôme universitaire de criminologie appliquée à l'expertise mentale. Tout ça, ça parle de psychiatrie criminelle, du droit vis-à-vis de l'irresponsabilité pénale, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Enfin bref, voilà. Je suis passionnée par ça. Et quand je ne travaille pas, j'écris des polars et j'écris des thrillers, moi aussi, notamment. Donc, les deux premiers, L'emprise d'essence et L'ombre de Nola, qui se passe pour la plus grande partie à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est un endroit qui m'a marqué, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis un troisième qui s'appelle Eugène Terre de Feu, Les larmes du Wendigo. C'est un one-shot, autre personnage, autre histoire. Voilà. Et puis un petit bientôt qui va arriver. Voilà. Est-ce que tu veux déjà nous en dire un petit mot? On en profite? Ou on garde ça pour plus tard? Qu'est-ce que t'en penses? On va garder ça pour plus tard. Pour la conclusion. Et donc, juste pour voir si c'est correct, mais moi j'ai compris un peu la même chose. Donc le Belge qui lit résume, en gros, si je comprends bien, tu aimes comprendre les gens complètement barrés. Ouais. Alors, comprendre les gens complètement barrés, clairement, en fait, on ne peut pas les comprendre, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on est autant fasciné par ce genre de personnages, par ce genre de personnes. En tout cas, c'est mon cas. Je n'arriverai jamais à les comprendre et c'est pour ça que ça me fascine autant, en fait. Et une question pour toi, on en profite. Comment passe-t-on de la police à l'écriture? Avec un stylo? Comment on passe en fait, pourquoi on passerait pas de la police à l'écriture comme pour le reste, j'ai envie de dire, à force de lire des polars, un jour, j'ai eu envie d'écrire. Je l'ai pas dit tout de suite, j'osais pas en parler. Et puis, je me disais que j'aimerais bien avoir l'imagination pour écrire des polars. Et puis un jour, j'en ai parlé à mon mari et au lieu de se moquer de moi, il m'a dit fais-le. Voilà, donc ça a commencé comme ça, tout à fait, un peu presque bêtement, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pensais pas que ça me mènerait jusque-là et je suis ravie. Voilà, et j'ai pris le virus. Alors, je vais vous mettre ça, mes amis, si j'ai pas fait n'importe quoi avec le robot. Voilà. Le Belge qui lit. Je ne vois que Sacha, et comme le personnage me plaît, le livre devrait être extra, quel est son nom complet. Voilà, du coup... Sacha Herbel.
J'ai un joli petit... E-L-V-E-L. J'ai un petit... E-R-D-E-L. Ah, mais c'est à l'envers? Non, c'est bon. non, c'est bon. Donc comme ça, vous le savez, je vous le dis, je le remettrai plusieurs fois dans la soirée, mais j'ai un petit robot tout à fait aimable qui va donner le nom régulièrement de nos invités, qui nous dit que c'est une conférence sur les femmes tueuses. Et alors pour plus d'infos, et on va en reparler, vous avez les adresses mail de nos deux invités, et bien notamment, parce que vous allez le comprendre, on va faire une partie de la conférence. Elles peuvent vous en parler des heures et des jours. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez peut-être les booker pour une conférence quelque part, voilà, vous avez les coordonnées, vous pouvez leur demander des infos complémentaires. Ce soir, nous allons donc parler de votre conférence sur les femmes tueuses. C'est un vaste programme. On va découvrir une partie, comme je le disais, de ce que vous présentez d'habitude ici ou là, en chair et en os. Ma première question, elle est assez simple. Pourquoi vous êtes lancé dans le monde trépidant des conférences / apéropolar, j'insiste, apéropolar, parce que vous allez peut-être nous expliquer aussi la différence entre les deux. Comment cela s'est-il passé? Alors je ne sais pas comment vous voulez vous répartir le temps de parole. Vous avez l'habitude. On y arrive généralement à peu près à se, à se répartir la parole. Donc je vais juste commencer par rapport comment sont nés en fait ces apéros polars ou ces apéros criminaux. Donc en fait, comme vous l'avez compris, Sacha a quand même un DU en criminologie. Elle faisait déjà des conférences sur les tueurs en série. Et puis, une certaine pandémie est arrivée, une petite éclosion de Facebook Live pour nous occuper, pour occuper nos lecteurs. Donc, Sacha a été invitée à parler de ses conférences sur différents sujets, outre son travail d'auteur. Moi, ça a été pareil, en dehors des salons virtuels pour parler de nos écrits. J'ai été invitée à parler d'une de mes passions, qui est la fiction coréenne, notamment bien sûr la littérature, mais ça passe aussi du cinéma, les séries, etc. Et j'ai fait des Facebook Live aussi. Et Sacha connaît à côté de chez elle un lieu très sympa qui s'appelle l'Osteria. Donc c'est un café-restaurant associatif qui accueille des spectacles. Et Sacha a fait des conférences sur les tueurs en série. Et il s'est trouvé qu'on a fait notre première conférence là-bas toutes les deux sur les tueurs en série font leur cinéma. Donc je me suis plutôt concentrée donc sur la fiction coréenne qui est riche en thriller et en serial killer et aussi en personnages féminins un peu badass et un peu comme on les aime. Et donc Sacha a apporté sa connaissance de criminologie et effectivement de sa passion aussi pour les serial killers, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. On a fait une première conférence qui s'est plutôt très bien passée. Et à la fin, on nous a commencé à nous poser des questions. Et les femmes? Parce que effectivement, les femmes sont souvent présentées comme les victimes, ce qui est effectivement le cas. On va pas essayer de dire le contraire. Mais les femmes et la violence, où on en est? Et pourquoi ça ne ferait pas l'objet d'une nouvelle conférence centrée sur la violence féminine? Et Sacha, tu veux apporter... Je buvais tes paroles. Mais je comprends bien. Oui, non mais voilà, en fait on s'est aperçu en commençant à faire des recherches que en fait il y en avait beaucoup plus que ce qu'on pouvait croire, que effectivement une femme tueuse a une carrière 2 fois plus longue que celle d'un homme, notamment parce qu'on la voit pas, parce qu'on justement on la considère comme une victime. Voilà, donc elle sait se faire invisible, mais elle est très déterminée et contrairement aux hommes, en fait, enfin aux hommes tueurs, notamment chez les tueurs en série où on aime bien ce qui est torture, rituel, ce genre de choses. La femme, elle, son but, sa finalité, c'est tuer. Elle y va pas par 4 chemins, zip,
elle veut tuer, voilà. Après les motifs sont X ou Y, mais voilà, donc c'est vrai en préparant cette conférence, on s'est dit: «Waouh!» Il y a un C'est sujet. carrément ah ouais, c'est carrément un sujet impressionnant et donc voilà, on a commencé à étudier ça et là, on en est c'est notre, petite 3e là déjà, je crois bien, non? Voilà, donc en fait, c'est vrai que pour nous aussi, ça a été, l'occasion, bon, de commencer à beaucoup lire, à beaucoup chercher, à utiliser la Bible, notamment de Sacha sur la psychiatrie. Psychiatrie, et la criminologie, ouais. Et de se rendre compte, comme souvent en fait, finalement, il y a aussi une espèce de un sexisme et un misogynie, mais qui finalement est une très très bonne couverture pour nos tueuses en série. C'est qu'en fait, comme on les envisage avant tout comme des victimes, pour une fois, c'est une bonne cape d'invisibilité pour nous, d'avancer à petits pas, tranquillou, de continuer nos méfaits sans qu'on soit vraiment inquiété. Et c'est vrai que et de découvrir aussi que finalement, encore une fois, les études aussi sur la violence au féminin se fait rare. Les cas ont été peu étudiés. Un peu comme la crise cardiaque chez les femmes, où on ne sait pas trop par quelle boule prendre, et on se rend compte qu'il y a des symptômes qui sont différents chez elles, et que c'est pas toujours pris en compte par l'industrie pharmaceutique. La tueuse en série est pareil. Elle, d'où sa carrière un peu plus longue, comme disait Sacha, c'est que tranquillou, on passe mine de rien pour des victimes, et des comportements qui pourraient paraître suspects chez n'importe qui passent pour la bonne vieille hystérie féminine, ou le bon vieux truc qu'on ignore parce que bon, allez, après tout, c'est une femme. On va dire que pour une fois, ça nous sert. C'est ça, en fait, c'est la société aide beaucoup les femmes tueuses finalement, hein. Ouais. Enfin, je veux dire le contexte sociétal de la femme telle qu'elle est et telle qu'elle a été même, en fait, c'est une aubaine pour la femme tueuse. C'est une vraie chance, et finalement, on se rend compte que même donc dans les recherches, une autre chose, c'est que finalement l'histoire ou l'étude de l'histoire telle qu'elle est faite nous aide beaucoup. On connaît Néron, on connaît les grands dictateurs, mais alors Messaline, Agrippine, à part pour les passionnés, on va dire pour le grand public, sont quasi inconnus. On a même Frédégonde, qui est une descendante pas loin de Vergécinto. Oh, ça y est, ça recommence. Alors, pour les mots un peu compliqués comme ça, c'est moi qui fais la traduction. J'ai une dyslexie juste sur les noms de famille, impossible. Voilà, Vercingétorix. Voilà, enfin bon, merci. J'ai bugué sur Frédégonde, personnellement, j'ai arrêté là. Bon, Frédégonde, tu vois, c'est 550 après Jésus-Christ. Et enfin bon, bref, en tous les cas, pour parler de Messaline et Agrippine, elles ont utilisé les mêmes armes, elles avaient autant les armes de la sexualité, de l'inceste, des purges, des empoisonnements, comme tous les grands empereurs romains, et pourtant on en parle très peu. Encore une fois, merci de nous passer pour une fois pour les gentils, ça nous aide beaucoup pour le reste. Et tu parlais des armes dans le chat, on demande, le belge qui lit, c'est plutôt fourche et tronçonneuse. Mais la fourche et tronçonneuse, est-ce que ouais. En gros, parce qu'on a un vilain cliché aussi sur ces femmes tueuses qui me vient en tête, est-ce que c'est très très varié dans les méthodes et dans les armes du coup utilisées dont tu es en train de parler, Cécile? Après c'est très varié, enfin, je laisserai Sacha compléter, mais il faut savoir quand même que notre j'aime bien dire notre, parce que comme ça, alors que franchement je suis l'angélisme personnifié, mais notre arme favorite reste le poison. Donc généralement, vous ne voyez pas venir avec une fourche et une tronçonneuse, et vous vous rendez pas vraiment compte que vous êtes en danger, que vous êtes déjà mort, puisqu'il s'agit de poison, et que généralement on s'attaque donc aux gens qu'on connaît. Nous sommes très très famille, amis, collègues, enfin voilà, tout ce qui on est assez locavore en fait. On utilise, on se déplace pas beaucoup finalement pour tuer, donc autant on se méfie du méchant loup qui va vous choper à la fin ou dans un parking sombre, mais la tueuse, le poison, et généralement des gens qu'elle connaît.
Ça Oui, donne pour les envie de faire un salon pour avec les vous, body. j'ai envie de te dire. Viens faire un salon avec nous, tu vois. Viens, petit, viens. Alors, ouais, pour compléter un petit peu ce que disait Cécile, effectivement, alors, bon, les empoisonneuses, voilà, c'est une catégorie, on va dire. Parce qu'on a les empoisonneuses, on a les anges de la mort, on a pas mal de choses distrayantes dans le genre. Mais on a eu aussi notamment une tueuse qui s'appelait Eleanor Knowles, qui a été exécutée en Floride en 2002, qui, elle, a fait l'objet d'un film avec Charlize Theron qui s'appelait Monster. Et Eleanor Knowles, elle était réputée quand même pour être tuée comme un homme, à savoir qu'elle laissait les cadavres un peu derrière elle, que donc c'était pas des gens proches d'elle. Elle se prostituait et elle les tuait d'une balle dans la tête. Voilà. Donc on n'est pas vraiment sur l'empoisonnement, mais et donc sur une manière de faire un peu plus masculine. Et elle s'est fait choper d'ailleurs beaucoup plus rapidement comme un homme. Bah oui. Et je voyais que le Belge Kili dit que les femmes tueuses sont très méthodiques, je trouve, et effectivement c'est l'un des points qu'on a trouvé en faisant nos différentes recherches et en préparant ces apéros, c'est que dans la classification du tueur en série, on va dire qu'on tombe plus chez les femmes dans un profil organisé. Et vous avez d'ailleurs Carol Bundy, qui n'est pas la sœur de Ted Bundy, ni sa femme, ni quoi que ce soit. Il se trouve juste qu'elle a le même nom de famille. Elle a aidé son partenaire masculin à un petit peu organiser ses meurtres, c'est-à-dire qu'elle lui a conseillé d'avoir un sac à meurtre prêt dans le coffre de sa voiture, avec tout ce qu'il fallait pour bien réussir. Moi, je dirais une boîte à outils. Voilà, la parfaite boîte à outils du tueur en série. Et c'est l'idée de sa compagne, donc de sa femme. Bon, elle a, je vous rassure, aussi utilisé cette boîte à outils parce qu'elle a voulu prouver à son homme qu'elle pouvait le faire toute seule. Donc, mais en tous les cas, c'est elle qui est venue avec l'idée de cette boîte à outils pour être sûre que tout était prêt. Donc, nous avons effectivement cette caractéristique de bien préparer les choses. Et on remarque d'ailleurs que nous faisons généralement beaucoup de recherches. Des recherches sur un petit peu de tout. Tout est vraiment très on a une méthodologie, soyons clairs. Nous sommes prévoyantes. Oui, il y a une méthodologie et merde, je voulais aller sur un truc et j'ai oublié. et t'es partie. Et je suis pas. Mais si je peux me permettre, alors ça fait réagir dans le chat, mais moi aussi, sac à meurtre. Mais c'est génial, oui. Et c'est un titre merveilleux pour un livre. Un peu, c'est génial. Bah, effectivement, et nous ne l'avons pas inventé, c'est Carol Bundy. Bah écoute, je vais lui piquer. Non, je rigole. Mais non, c'est vraiment un très très bon titre. Je voyais Oui, vas-y. Vas-y, finis. Je te pose la question après. Je t'en prie. On verra après si ça me fait péter les plombs et si tu as des mesures de rétorsion. Mais... Ah non, pas du tout. Mais donc, il y avait une question, on parlait des recherches un petit peu. On demandait dans le chat, est-ce que vous avez traité le sujet de manière internationale? Et donc on a un début de réponse, ou ciblé sur l'Europe? C'est une question d'attraction duty. Non, on l'a fait de manière internationale en fait, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et puis comme ça, on a toute une variété de copines à vous présenter. Et c'est vrai que quand on a commencé à lire, quand vous avez la première littérature sur les tueuses en série, vous avez les femmes serial killers, par exemple, c'est celui-là qu'on a commencé à lire. Automatiquement, ça se penche surtout sur les tueuses anglo-saxonnes, on va dire, américaines et anglaises. Et je pense que c'est surtout aussi parce que c'est eux qui, comme tout, font des recherches beaucoup plus poussées. Donc on a un peu l'impression quand on lit les chiffres que la majorité des tueuses en série sont sur les États-Unis ou sur l'Angleterre, etc. Mais encore une fois, c'est là où il y a le plus grand nombre de littérature et d'études qui ont été faites. Et quand on pousse un petit peu, quand on cherche un peu, j'ai même trouvé une page sur Wikipédia qui reprend toutes les tueuses en série ou les tueurs en série par zone géographique. Et là, on se rend compte encore une fois de l'ampleur de la chose. Et puis, on va être d'accord aussi sur quelque chose. Je pense que les Chinois communiquent très très peu
sur leurs tueurs en série, comme ils communiquent sur très très peu sur beaucoup de choses. Donc les États-Unis mettent en avant, ne serait-ce que par la fiction, les tueurs en série, etc. Donc il y a aussi une histoire de culture où on a peut-être l'impression qu'il y a plus de tueurs en série dans l'hémisphère nord, mais je pense que clairement on a des dictateurs partout qui peuvent aussi avoir les mêmes traits de psychopathie que n'importe qui. Mais non, elles sont en tous les cas mondiales et on a regardé un peu tous les exemples sur tous les continents. Et puis, il y a aussi que, en fait, suivant les époques, on n'appelait pas encore ça des tueurs ou tueuses en série. Hein, puisque si on remonte à l'époque, donc là on est au 15e siècle, la comtesse sanglante qui s'appelait Elisabeth Báthory, hongroise. Donc il se dit, en fait on est entre légende, réalité, tout ça, mais beaucoup réalité quand même, qu'elle aurait tué ou fait tuer, ou les deux, près de 600 jeunes filles vierges afin de se baigner dans leur sang parce que ça fait garder la jeunesse. Ah oui. Je l'avais pas dans mon truc de grand-mère, celui-là, j'avoue. Elle serait même peut-être plus à l'origine de la légende de Dracula que le fameux Vlad Tepes l'Empaleur. Mais encore une fois, l'histoire nous a oubliés. Alors que, pourtant... C'est ça. Et donc, bon, à l'époque, on parlait pas encore de tueurs en série ou de tueuses en série. Le terme est arrivé dans les années 80 avec le FBI Quantico et le département des sciences du comportement, même dans les années 70. Mais voilà, donc maintenant, on parle de tueurs en série à partir de 3 meurtres, en fait, qui ont été un peu... à qui on reconnaît la même signature. Oui, et puis de toute façon, d'après ce que j'avais lu aussi, c'est que tueurs en série, les femmes, pendant longtemps, on a été exclues parce qu'il n'y avait pas... tout le temps, je dis bien pas tout le temps parce qu'on a les contre-exemples qui vont avec, mais leurs meurtres étaient généralement sans perversité ou agression sexuelle. Donc en fait, pendant longtemps, elles étaient aussi un peu exclues de genre de calcul ou de classification à cause de ce manque de perversité. Alors bon, rassurez-vous ou pas, nous avons aussi des perverses sexuelles dans nos tueuses. Et pour parler des trucs un petit peu légendaires ou anciens, moi par exemple j'ai découvert que une pirate qui est d'ailleurs dans qui a inspiré un personnage des Pirates des Caraïbes, c'est une grande pirate chinoise qui était une ancienne prostituée qui s'est mariée avec un pirate des mers de Chine et elle l'a aidé encore une fois à s'organiser. Ça a été la plus grande confédération de pirates de mer de Chine. Elle a même déstabilisé le gouverneur du canton c'était Shanghai, enfin bon, il faudra que je vérifie. Et elle a eu l'intelligence, elle a été à la tête de 100 000 hommes, de plus de 1000 navires, elle avait des règles très très strictes, elle savait aller aussi piller et montrer sa puissance toute féminine sur le terrain. Et donc voilà, c'est une grande pirate et elle est née en 1775, enfin plus ou moins, à cette époque-là c'est un peu compliqué, surtout que son origine exacte est un peu compliquée, mais elle est morte tranquillement à la tête de bordels et de casinos à Macao. Et elle a su se retirer juste à temps, et avec son petit pécule, tranquillou, et voilà. Donc des personnages, même historiques sur tous les continents, on en a trouvé. Et donc, parce qu'on est dans les recherches, finalement, créer une conférence, c'est faire des recherches. Vous êtes en train de l'expliquer si bien. Est-ce qu'il y a des faits qui vous ont vraiment le plus marqué, étonné, où vous vous êtes dit, ok, ça je m'y attendais pas. Moi je me demandais s'il y avait beaucoup de documentation disponible, parce que vous dites depuis le début que, en gros, les dames ont régulièrement été oubliées, des statistiques et autres. Du coup, est-ce que c'est facile de trouver la documentation ? Parce que quand on est oublié, du coup, c'est plus compliqué de retrouver les traces. Et dans tout ce que vous avez trouvé, allez, on peut résumer, mais si vous deviez citer 1 ou 2 exemples chacune de ce qui vous a vraiment mis le cul par terre, qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête, comme ça ?
Moi, c'est en fait, enfin, c'est peut-être mon petit côté aussi un petit peu pervers. J'ai été assez, le cul par terre justement par les couples tueurs. Où la femme, elle intervient, mais non seulement elle intervient, mais presque en fait, elle en est le cerveau, la dominante. Parce que dans un couple tueur, il y a toujours un dominant à dominer et en fait, dans tout ce que j'ai vu, on s'aperçoit finalement qu'il arrive souvent, je dirais pas tout le temps, parce que je ne connais pas tous les cas, mais souvent que la femme soit la dominante sans en avoir l'air. Mais encore une fois, elle arrive à se planquer derrière sa condition de femme. Et là, on atteint, quand on a un couple tueur, on atteint une dose de perversité qui est assez hors du commun. Et ça, c'est assez flippant. Et je pense qu'on en reparle tout à l'heure. Hein. On a un petit couple en magasin avec... J'en ai plus qu'un, mais on n'aura pas le temps d'en passer d'autres. Mais ouais. On va se focaliser sur un. Et toi, Cécile? Pour répondre ne serait-ce qu'à la question, enfin ça va revenir un petit peu, est-ce que on a par rapport à l'horreur sur les couples, je pense que c'est là où j'ai été le plus choquée, mais Sacha reviendra avec ses exemples parce que vraiment le niveau de perversité d'un homme et une femme, ou même de deux femmes, quand elles se mettent ensemble, on atteint des sommets dans ce qu'elles mettent en scène pour tuer les gens. On va dire que les autres meurtres sont à peu près indolores, parce qu'on va dire que la majorité des victimes des femmes restent par l'empoisonnement ou l'étouffement, etc., notamment les infirmières. Donc finalement, les gens n'ont pas vraiment le temps. Leurs victimes sont nombreuses, passent souvent inaperçues, mais parce que finalement, à l'hôpital, les gens meurent. Donc le temps qu'elles soient détectées comme autant de meurtrières, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais donc, je m'égare. Je reviens à la question, est-ce qu'une victime est devenue un agresseur? Il faut savoir que chez les tueurs en série, enfin en tous les cas, les infirmières, etc., c'est encore une catégorie un petit peu particulière, mais souvent, ce sont des gens ou des enfants qui ont vécu des sévices quand ils étaient petits. Rares sont ceux qui ont eu une enfance joyeuse. À l'exception, encore une fois, de ces fameux couples où on se rend compte que les femmes qui se mettent en couple avec des hommes et qui les accompagnent sur leur parcours de meurtrier, étonnamment, nombre d'entre elles ont eu souvent soit une éducation et un passé plutôt tranquille. Donc c'est peut-être ça qui est le plus étonnant, puisqu'on s'attend généralement chez les meurtriers à découvrir soit des sévices, soit quelque chose qui pousse à ça. Et moi, ce qui m'a... la question est les anges de la mort, c'est ça, les anges de la mort, on classe souvent les infirmières. Et ce qui est entre guillemets rigolo, c'est que dans les années 1840 jusqu'à 1850, il y a eu un pic de meurtres par l'arsenic en Angleterre, où c'était aussi l'avènement des assurances qui aidaient, c'était les assurances décès, qui étaient délivrées un petit peu, il n'y avait pas d'autopsie en plus, et qui étaient délivrées assez de façon, pour aider les gens au départ à enterrer leurs proches qui étaient victimes soit à la mine par exemple, ou qui étaient dans les premières usines. Et il y a eu un pic, mais quelque chose d'assez monstrueux, parce que l'arsenic était en vente libre. En 1950, l'arsenic, il passe une loi en Angleterre pour limiter cette vente de façon trop libre, et arrive à ce moment-là une nouvelle profession, les infirmières. Et les meurtres par l'arsenic ont diminué, mais sont apparus les premiers tueurs en série chez les infirmières. Et la première, c'est 1890, enfin, que l'on sait, qui s'appelle Jane Toppan. Voilà. Et le belge Kili nous dit « Maintenant que je vous entends, je ne veux plus que mon épouse me donne un verre d'eau ou me prépare une tasse de thé. » Ben voilà, vous allez traumatiser une génération de personnes. Effectivement, en même temps, mais
allez, on va dire quand même qu'il faut bien lui donner une raison à une assurance vie intéressante, un comportement un petit peu compliqué. Bah, puis c'était un contexte particulier de l'histoire aussi, quoi. Donc, les gens étaient C'était les quand années de même la dans le fin. besoin, c'était la fin, c'était tout ça. Donc, ben voilà, ils ont cherché moyen de. Ah, là, je t'ai T'as un peu Tu m'as perdu, perdu? Sacha, pendant 2 petites secondes. Ouais. on t'a perdu Ah, j'ai pas quelques bougé, temps. hein. Et donc, sinon, moi, je vais enchaîner sur un des personnages que je peux développer un petit peu et qui découle de ce qu'on a discuté avant par rapport à la fiction coréenne. Fais comme chez toi. D'accord. Donc, je vous montre le livre qui, voilà, c'est une auteure que j'aime bien, donc qui s'appelle Sommier, qui a écrit Bonne nuit maman. J'adore la couverture. D'ailleurs, il est sorti en poche pour ceux qui veulent. Il est sorti originellement chez Matin Calme. Et en regardant une des conférences de Sommier qui était en live, qui a fait aussi beaucoup de live et qui avait fait un live chez Quai du Polar, la question lui a été posée, mais d'où est venue votre inspiration? Et je lui ai ensuite posé la question parce qu'elle parlait d'une petite fille qu'elle avait vue en procès, qui était accusée de meurtre. Et elle avait vu une photo de cette petite fille vraiment toute mignonne avec sa mère. Et de là est né son personnage dans son roman Bonne nuit maman. Donc Bonne nuit maman est excellent. Mais je ne spoilerai rien en racontant le parcours de cette petite fille, puisque c'est pas l'histoire qu'elle a choisie. Disons que ça a été son point de départ. Et le point de départ, c'est Marie-Belle. Donc Marie-Belle est née en 1957. Et en 1968, elle avait donc 11 ans, merci pour les maths. Elle habitait en Angleterre, enfin elle habite toujours en Angleterre, puisque aujourd'hui c'est une charmante grand-mère, sans faire de spoiler alerte. Et donc elle a 11 ans. En mai 1968, un premier petit garçon, John, est retrouvé ensanglanté dans la rue. Elle et sa copine sont sur les lieux. Norma Bell, qui n'est pas sa sœur ni rien, mais elles ont le même nom, Norma Bell et Marie Bell sont interrogées une première fois. Elles expliquent qu'elles ont vu ce petit garçon ensanglanté, il avait 3 ans. Lui se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé, il était incapable vraiment d'expliquer ce qui lui était arrivé. Le soir même, Marie Bell et Norma Bell vont sur une aire de jeu, et là Marie Bell tente d'étrangler 2 petites filles. Qui ont à peu près le même âge. Les parents emmènent tout le monde, elles se font interpeller par les parents, elles sont emmenées au commissariat. On leur fait gentiment la leçon, aux parents on leur dit il faudrait peut-être poser plainte, ouais mais c'est bon, elles ont eu peur, on passe à autre chose. 15 jours suivant, Martin, un petit garçon de 4 ans, disparaît. Il est retrouvé sur un chantier. Au départ, tout le monde pense à un accident. Marie-Belle et Norma Bell ont quand même des comportements un petit peu particuliers. Elles vont constamment dans la maison de la maman de Martin. Marie-Belle demande à voir le corps. Il y a quand même des choses qui pourraient alerter n'importe qui, mais qui n'alertent pas encore une fois. On conclut à un accident. Certains policiers ont un petit peu des doutes et des suspicions, mais ça ne va pas plus loin. Pourtant, les 2 petites filles rentrent par effraction dans une école élémentaire et déposent des petits mots en disant nous avons tué Martin, c'est un meurtre, vous êtes des imbéciles, et c'est signé pas par leur prénom, c'est par des alias, mais en tous les cas, il y a une revendication des meurtres de Martin. Personne ne fait bien sûr ce sont des blagues, ne vous inquiétez pas, etc. Sauf que 3 mois après, un nouveau petit garçon disparaît. Il est retrouvé, étranglé, mais cette fois, il y a des petites traces de couteau au niveau du ventre. Et une nouvelle fois, les petites filles étaient pas loin de la scène. Un des policiers trouve quand même que la réaction notamment de Marie-Belle à l'enterrement du jeune garçon qui rigole, qui a l'air très très heureuse d'être là,
qui a un comportement extrêmement étrange, commence à interroger plus avant Norma, qui avait 13 ans, qui était un petit peu plus fragile psychologiquement, peut-être moins intelligente, peut-être que Maribel, qui malgré ses 11 ans restait impassible et savait tenir un interrogatoire, et c'est la première qui craque. Et donc, et commence à accuser Maribel de tous les méfaits, et on se rend compte que le premier petit garçon avait été déjà agressé par Maribel, que le deuxième aussi, ce n'était pas un accident. C'était aussi Maribel Maribel qui était l'accusée principale. Et pour le dernier petit garçon, c'est une nouvelle fois Maribel, et ça correspond aux traces de couteau sur son ventre. Donc ces deux petites filles de 11 et 13 ans ont été en procès. Et ça a été très retentissant parce que déjà par rapport à la responsabilité d'une enfant de 11 ans dans un tribunal pour adultes, mais en fait elle coche à 11 ans toutes les cases de la psychopathe. C'est-à-dire qu'elle est charmeuse, elle est séductrice, même avec une sexualité un petit peu débordante. Elle rêve d'être infirmière. Je reviens à mon infirmière. Je suis désolée s'il y a des infirmières qui nous regardent. Elle rêve d'être infirmière parce qu'elle adore piquer les gens. Elle a écrabouillé un chat qui passait pas loin, et elle voulait voir ce que ça faisait quand elle l'étranglait. Et elle a bien sûr une histoire familiale, une mère prostituée, un père absent et effacé, et certainement malheureusement des abus sexuels aussi. Donc à 11 ans, en fait, elle coche toutes les cases de la psychopathe. La couverture que vous voyez, c'est une journaliste qui l'a rencontrée à sa sortie de prison. Elle avait 23 ans. Donc elle a été enfermée dès ses 11 ans. Et aujourd'hui, c'est une grand-mère. Elle a eu un enfant. Elle a été poursuivie très longtemps par les médias. Et apparemment, il faut croire que ce n'a été qu'un épisode dans sa vie, et qu'aujourd'hui, c'est une petite vieille anglaise qui boit du thé et qui ne tue plus personne. Et tu y crois, toi, à cette retraite calme et sereine? Alors, d'après ce qu'on a lu et ce qu'on regarde, et Sacha, je pense, pourra en parler mieux, ça se soigne pas, la psychopathie. La psychopathie se soigne pas. Moi, ce que j'ai pu découvrir en lisant d'autres choses, c'est qu'on reste psychopathe. Après, tous ne passent pas à l'acte. Il y a d'autres façons d'exprimer sa psychopathie que par le meurtre ou la perversité, mais je trouve ça étonnant de passer. Est-ce que ça conforte la thèse justement de la journaliste de dire qu'une enfant se rendait pas vraiment compte que c'était impossible de la caser dans le tel? Est-ce que on va dire qu'elle a été tellement surveillée, tellement mise sous l'œil du microscope, que si elle était passée à l'acte, on l'aurait peut-être su. La majorité des psychopathes, la majorité des meurtres de psychopathes, on ne le voit pas. Non, je disais, la majorité des meurtres des psychopathes, on n'est pas toujours au courant. Non, non, mais par contre, j'aimerais faire, si ça vous dérange pas, une petite aparté sur le côté criminologique, justement sur la psychopathie. Juste faire un petit rappel de ce que c'est, enfin de ce que j'ai pu étudier sur mon DU rapport à la psychopathie. Vous dire que la psychopathie, c'est un trouble du comportement. C'est pas une maladie mentale. Une psychose, c'est une maladie mentale, voilà. Donc la psychopathie, c'est un trouble du comportement qui effectivement ne se soigne pas puisque ce n'est pas une maladie mentale. Comment on sait que ce n'est pas une maladie mentale? Eh bien parce que un tueur, on va dire un tueur psychopathe, il va faire des rituels, il va préméditer ses actes. Effectivement, il a un comportement qui est il est sans aucune empathie, calculateur, méticuleux, tout ça. Mais en fait, qui dit qu'il y a une pensée dit qu'il y a absence de maladie mentale, parce que la psychose se caractérise par une absence de raisonnement ou de raisonnement cohérent.
Donc c'est à ça qu'on va reconnaître aussi la psychopathie, au-delà d'un examen, enfin d'un test qui s'appelle l'échelle de R, H-A-R-E. Et donc, c'est comme un test, un QCM, genre, voilà. Et si vous avez un certain nombre de points, eh ben, vous êtes peut-être psychopathe. Mais bon, on va pas s'amuser à ça aujourd'hui parce que voilà. Mais voilà la différence. En fait, en psychiatrie, vous avez les névroses, les psychoses, les troubles du comportement. Les névroses, on en a tous. C'est normal, c'est pas grave. OK. Les psychoses, donc les maladies mentales, on a 3 grands groupes de psychoses, à savoir la schizophrénie, la paranoïa et la psychose maniaco-dépressive, ou aussi appelée la bipolarité. Voilà, ça, ce sont des psychoses, ça, ce sont des maladies mentales. Or, la psychopathie, sociopathie, qui se rapproche fortement de la psychopathie, il n'y a pas grande différence entre les deux, ça, c'est un trouble du comportement. Et donc ça, effectivement, ça ne se soigne pas. Et comme le disait Cécile, il y a de grands chefs d'entreprise qui sont psychopathes. Tous les psychopathes ne sont pas des tueurs. Et donc, question dans le chat de Attraction Duty, y a-t-il des études sur le pourcentage de psychopathes qui ont franchi le cap du meurtre? Et si oui, quel est ce pourcentage? Enfin, le pourcentage, honnêtement, les pourcentages, moi, je ne les connais pas. Je voudrais pas me fourvoyer en vous disant des bêtises sur les pourcentages. Mais le pourcentage, on va dire, il est faible, mais il est faible dans une certaine mesure. Il est faible et à la fois élevé. Mais parce qu'on parle d'un 2%. Mais voilà, encore une fois, moi, les pourcentages, j'ai pas envie de vous emmener là-dessus parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Ouais, en fait, il y a des extrapolations. Quand je vous montrais tout à l'heure le fameux, ça ressemble à un quiz un peu d'un truc féminin où après on compte notre score. Quand tu en parlais, je le montrais en même temps. Sur ce bouquin-là, il y avait, mais après j'ai fait des recherches sur l'auteur. Il se présente comme un expert, mais en fait, on se rend compte que c'est surtout un mec qui sait vendre des conférences. C'est pour ça aussi que des fois, je fais un peu la différence, surtout pour ma part, parce que je n'ai pas de diplôme comme Sacha. Qu'on a appelé ça surtout des apéros criminaux, parce que déjà on se prend pas non plus au sérieux, c'est qu'on fait partager nos passions et ce qu'on a découvert. Et je pense qu'il y a des grandes études. Lui, donc, et je l'ai lu ailleurs aussi, il y en a qui font des extrapolations par rapport à la population. Donc voilà, on va de 2 à 6%, sachant que ces 2 à 6%, ce sont beaucoup des gens beaucoup de personnes ou classées comme psychopathes qui ne passent pas à l'acte, mais on aurait les traits. Et quand on parlait des chefs d'entreprise, etc., j'ai lu un deuxième bouquin, bon, il est en anglais, mais je suis désolée, mais c'est sur les dictateurs, les grands chefs d'entreprise, des plus vertueux aux plus compliqués, et comment le pouvoir corrompt. Et en fait, ils appellent ça aussi la triade sombre. Et dans la triade sombre de ces grands pouvoirs, il y a le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie. Et la psychopathie est effectivement étudiée chez les gens. Donc on va dire que ce ne sont pas des gens qui descendent dans la rue, enlèvent des gens et les violent, les torturent ou les passent ou simplement au poison. Mais ce sont des gens qui, par le pouvoir, n'ont aucun problème à faire exécuter d'autres personnes, ou dans le cadre d'un chef d'entreprise, n'ont aucun souci à virer des gens pour leur propre gain et leur propre... Et c'est associé à des traits de la psychopathie. Et par rapport à la façon de le détecter, donc effectivement, il y a ces fameux questionnaires qui sont en sachant justement ce qu'on a découvert, c'est que certaines femmes qui avaient été accusées ou qui étaient en cours de procès, notamment dans les couples, étudier ces fameux questionnaire avant d'être interrogé, ou prenez à la bibliothèque de la prison ou demandez à leur famille de leur envoyer des bouquins pour être justement la fameuse minutie pour préparer leur défense. Donc je pense que les gens qui sont en face sont suffisamment intelligents aussi pour savoir répondre à ce genre de questionnaires qui viennent un petit peu, qu'on arrive à trouver même nous. C'est ça. Et pour la question, je suppose qu'on ne les détecte pas tous. Effectivement, malheureusement, c'est pas si facile à détecter.
notamment chez les tueurs, malheureusement, ils sont détectés bien souvent, c'est trop tard. Voilà, et il y a eu plusieurs études de fait depuis les années 60 sur les tueurs en série, justement pour tenter de comprendre, parce que détecter, encore une fois, c'est vachement compliqué. Mais il y a eu une première étude qui s'appelait la triade McDonald ou la triade des symptômes. C'est-à-dire que quand un enfant, enfin même un adolescent, on va dire, était cruel envers les animaux, fasciné par le feu, voire donc pyromane, et qui faisait de l'énurésie, donc le pipi au-delà de l'âge requis, avait des risques de devenir un tueur en série potentiel. Alors vous allez me dire, c'est un peu voilà, aujourd'hui, maintenant, cette étude-là, elle a été revue et revue. Ça, c'est des fois sur quand, si vous voulez, quand certains tueurs en série ont été étudiés après coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient cette triade des symptômes. Mais à l'inverse, on peut pas on peut pas aller voilà, sur un ado, un enfant. Bon, bah, tu es vilain envers les animaux, tu as de l'énurésie et tu es pyromane, tu vas aller en prison parce que tu vas être un tueur en série. Voilà. Non, 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 non. Et puis, Voilà. et puis le problème avec enfin, on pourrait demander une vigilance par rapport à, justement, chez les ados. On parlait de Maribel, mais il y en a d'autres là. Enfin, il y a à peine un mois dans l'Hérault, il y a deux petites filles deux collégiennes de 13 ans qui ont tué le père, blessé mortellement la mère et la sœur parce qu'elles voulaient voir comment ça faisait et parce qu'elles étaient fascinées par les comptes creepypasta sur Internet. Donc, entre guillemets, on peut pas non plus s'inquiéter de tous les ados qui regardent des vidéos YouTube un peu chelous parce qu'autrement, on les internerait tous. Mais finalement, il y a certains signes qui pourraient être inquiétants. Mais le problème de ces tueurs en série en devenir, ou qui le sont peut-être, ou qui ont cette capacité à le devenir, c'est on va dire qu'ils ont des entourages familiaux défaillants. Donc ceux qui pourraient donner l'alerte sont généralement les causes d'une partie de leur problème ou du passage à l'acte. Donc c'est un peu compliqué de savoir avant. C'est très compliqué de savoir avant. Donc après cette fameuse triade des symptômes, on a eu dans les années 80 un tueur en série aux États-Unis qui s'appelait Arthur Shawcross, qui lui tuait des prostituées, et lui il avait un double chromosome X, si je me rappelle bien. C'était le X ou le Y, je crois que c'était le X. Et donc qui peut-être aurait pu justifier d'une agressivité hors norme. Donc il y a eu une étude faite là-dessus, et non plus. Il n'y a pas de gène du crime quant à présent. Le seul peut-être truc qu'on a retrouvé plusieurs fois dans les études, c'est grâce à des scanners ou des IRM, il y a une partie du cerveau qui s'allume, entre guillemets, je le dis avec qui s'allume, c'est la zone de l'empathie. C'est l'amygdale. Ouais, mais au scanner, en fait, il y avait un professeur, un neuroscientifique, merci, qui étudie Parkinson, Alzheimer, mais qui étudiait aussi justement les réactions au niveau du cerveau. Et il avait des groupes tests, il avait sa famille, il avait mélangé avec des tueurs en série, etc. Il s'est rendu compte que dans le groupe test, qu'il y avait, entre guillemets, un cerveau qui s'allumait pas quand il faut dans la zone de l'empathie. Et en regardant les numéros, etc., il a découvert que c'était son scanner à lui, avec cette zone de l'empathie qui ne s'allume pas. Et en fait, effectivement, c'est là où on rejoint par rapport au questionnaire et entre guillemets au psychopathe qui passe à l'acte ou pas. Il s'est rendu compte que par rapport à ses traits de caractère, sans parler juste des traits de caractère, c'est qu'il cochait quand même beaucoup de cases de la psychopathie. Alors, est-ce que c'est son environnement, sa famille, son éducation qui a fait qu'il n'est pas passé à l'acte? Ça, après, voilà, ça ne fait pas partie. Non seulement qu'il n'est pas passé à l'acte, mais qu'il a tourné de manière positive. Parce qu'en fait,
effectivement, après toutes ces études-là, on en est sur un contexte sociologique de ce que devient un enfant vers un adolescent, vers l'âge adulte, en fait. Qu'est-ce qui va, effectivement, comme disait Cécile, dans quel environnement il va grandir? Est-ce qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui va venir le tirer vers le haut et le faire sortir comment je veux dire, d'une spirale qui pourrait être vraiment négative? Et puis à un moment donné, il y a le problème du choix. C'est-à-dire que le psychopathe, il fait un choix. Il sait la différence entre le bien et le mal. Et il choisit délibérément de virer cette barrière morale qu'on a tous pour aller vers ces fantasmes déviants. Eh ben, en parlant de fantasmes déviants, je propose. Oh bah bravo. Ah bah bravo. Donc, je propose. Alors, mon fantasme, c'est déjà de vous remercier. Ah non, mais on t'en prie. Vous qui... Oui, vous pouvez, c'est de voir... il y a beaucoup de monde qui nous écoute, donc merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton suivre, c'est en bas à droite, je crois, quelque part. Si vous passez une bonne soirée, il y en a plein d'autres. Tous les jeudis, on est ici, ou presque. Et donc, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir quand vous suivez cette chaîne. On a parlé de Maribel, je vois que le temps avance. Je vous ai promis de ne pas vous envoyer au lit à 3h du matin, et moi pareil. Je sais que, Sacha, tu voulais aussi parler dans Les Femmes Tueuses, Martha Beck. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a une particularité. J'imagine, c'était très très dur, hein, vous nous le direz peut-être, de choisir les deux tueuses à mettre en avant, entre guillemets, ce soir. Il y en a tellement. Donc peut-être un mot sur comment vous avez fait ce choix. Et puis Martha Beck, parce que je vois dans le chat que on a hâte de savoir qui est cette personne. Mais oui. Alors Martha Beck, elle marchait avec avec un homme qui s'appelait Raymond Fernandez. Et donc on les connaît on les connaît sous le nom des tueurs de la lune de miel. Voilà. Alors, en fait, Martha Beck, il faut savoir qu'elle avait elle a fait des études d'infirmière. On y revient. Voilà. Annie infirmière, bonsoir. Voilà. Là, on est dans les années 40. On est entre 47 et 49 quand Martha Beck et Raymond Fernandez commettent les meurtres. Raymond Fernandez à la base. Lui, c'est un escroc, il passe des petites annonces, en fait, et puis pour rencontrer des femmes qui sont fortunées, il les séduit, il se marie avec, il récupère le fric, et il se tire. Voilà, jusque-là, presque tout va bien, j'ai envie de dire. Et puis, Martha Beck, elle, de son côté, elle a un problème hormonal depuis qu'elle est petite, en fait, et donc elle a des problèmes de poids. Mais ça, c'est bon, voilà. Mais avec ce problème hormonal, en fait, vient aussi un problème que, en fait, elle est sexuellement très, comment dire, développée. Voilà. Elle a donc un comportement très jeune qui est assez sexuel. Voilà. Et puis, donc, elle va rencontrer Raymond Fernandez. Il va essayer, à la base, il passe une petite annonce, elle répond à l'annonce, hein, finalement. Et puis, par contre, il va se passer un truc entre les deux, ils vont tomber amoureux, voilà. Mais ils vont continuer, en fait, ces escroqueries-là. Et ils vont même, je veux dire, Raymond Fernandez va même des fois jusqu'à épouser les victimes. Et sauf que, alors que sans Martha, il était juste, si je puis dire, un escroc, avec Martha, il va passer au crime. Voilà, parce qu'en fait, Martha, elle se fait passer pour sa sœur à Raymond Fernandez. Et donc, ils vont attirer leurs victimes comme ça, parce que finalement, un frère et une sœur, on est en confiance, quoi. Donc, ils vont habiter les trois ensemble à chaque fois, ce couple, le frère et la sœur présumée, ainsi que la victime, la future victime. Et puis, mais sauf que Raymond Fernandez, lui, il va vraiment quand même se prendre au jeu un peu. Il va aller jusque partager le même lit que ses victimes. Et ça, à un moment donné, Martha, ça ne lui plaît pas du tout.
Non, 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 non. Et donc, Martha va va le forcer quelque part à tuer ses premières victimes, et même Martha va elle-même tuer certaines femmes, et même une enfant. Une enfant, parce que, bah oui, parce que la victime avait une fille, et donc à un moment donné, la petite fille, elle crie trop fort. Voilà. Voilà, donc on est sur un truc qui est quand même assez glauque, donc entre 47 et 49, ils vont se faire arrêter. Jusqu'en prison, ils vont crier haut et fort qu'ils s'aiment, au-delà. Raymond Fernandez dit: vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est notre amour. Mais pour la plupart des couples comme ça, il faut pas oublier que dès qu'il y en a un qui crache un peu sur l'autre, là, l'amour disparaît bizarrement. Voilà, donc c'est vrai que les tueurs de la lune de miel, il y a eu plusieurs films. Il y en a un dans les années 70 qui a été tourné, et puis un autre dans les années 2000 avec John Travolta qui s'appelle À cœur perdu, et qui retrace le parcours meurtrier de ce couple-là. Évidemment, c'est pas le seul. Il y en avait un autre qui était encore pire. On en parlera une fois. Quel suspense. Quel suspense. Je voyais dans le chatroom de nous parler du personnage de Misery. Annie Wilkes. Oui. Voilà. Misery. Donc après dans le personnage, le fait qu'elle soit infirmière, je pense que c'était surtout pour s'occuper de lui, etc. Mais bon, après il y a le profil de l'envie de superpuissance. C'est l'une des caractéristiques aussi de toute puissance, oui. Voilà, du pouvoir sur sa victime, d'être capable. Bon, là après on est dans un phénomène entre guillemets de fan aussi, parce que elle, avant tout, c'est une fan qui veut voir ses personnages vivre comme elle le souhaite. Donc il y a un petit peu d'érotomanie aussi. Érotomanie, j'allais le dire. Effectivement, le fait de croire que l'autre nous aime, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça peut aller, effectivement jusqu'au meurtre. Ça peut aller à la tentative de meurtre. On l'a vu dans des affaires. On l'a vu avec Jodie Foster, hein, qui avait été agressée par un de ses fans. Et voilà, l'érotomanie, ouais, c'est assez. Et Misery, oui, alors c'est vrai que l'idée de toute puissance, je rejoins Cécile. En fait, c'est l'idée de dire, en criminologie, c'est de dire j'ai souffert, mais je ne souffrirai, à partir de maintenant, je ne souffrirai plus, mais toi, tu vas souffrir. Comme libéré, délivré, quoi. Exactement, et voilà, et c'est une façon de dire, de chosifier sa victime, d'en faire vraiment de prendre vraiment le pouvoir sur sa victime, et en fait, le tueur a sa propre vérité, qui n'est pas celle d'autres personnes, mais et la pauvre victime qui se trouve être des fois soit le portrait craché de la personne que le tueur veut éliminer, pas de bol, quoi. C'est de la vengeance alors, demande Attraction Duty, ou alors c'est encore un autre niveau? C'est de la vengeance si c'est la personne qui a causé ce mal, mais là c'est pas de la vengeance, c'est quelque chose c'est reprendre le pouvoir peut-être sur une enfance qui a pas été le contrôle. Ouais, mais là on parle de vengeance surtout si la personne qu'on va tuer ou blesser est responsable quelque part de ce qui s'est passé. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de vengeance. Là, ni Misery, ni Séteuse, ou dans ce cas-là, en tous les cas, on ne peut pas vraiment parler de vengeance, parce qu'elles ne dirigent pas leur haine ou leur colère ou leur meurtre envers les gens responsables de ce qu'elles ont pu vivre. Ce qui sera plus, je pense, un phénomène masculin. Parce que on va prendre un mec comme, un tueur comme Ted Bundy vite fait là en 5 minutes, même pas 5 minutes, 3 mots. Ted Bundy, lui, il tuait, ses victimes étaient toujours à peu près au niveau du physique, c'était des filles brunes, cheveux longs,
et en fait, il tuait la mère, il tuait sa mère, hein. Donc voilà, c'était une vengeance quelque part, vis-à-vis de sa mère. Ouais, parce Il a que répété sur d'autres victimes, quoi. ouais, puis on va rappeler si on doit vraiment de nouveau résumer, alors qu'on a vu, il y avait plein de types de tueuses ou de grandes criminelles, le but est de tuer. Ce Ouais. n'est pas vraiment de réfléchir à la façon de faire souffrir les autres ou la façon. Leur but unique, c'est de tuer. C'est pas comme leur entre guillemets collègues masculins quand on disait de reprendre le contrôle, d'humilier sa victime, tout ce qu'il y a derrière la ritualisation du meurtre. La femme est Sauf avec les couples, quoi. Et toujours notamment encore Barbie et Ken, mais voilà. voilà, Oui, mais encore une fois, les couples, c'est encore particulier. les couples finalement Parce que là, on est vraiment dans la perversion. sont vraiment quelque chose de différent en fait. Ouais. Ça demanderait un autre apéro crimineux. Et en parlant d'apéro, merci le belge Kili pour tes 500 bois-boîtes qui me permettent de boire un coup. Parce que alors, c'est presque trop facile, j'ai rien à dire. Parce que Cécile et Sacha, elles font les questions et les réponses. Et donc, moi, je profite. Je dois avouer que c'est assez confortable. Mais donc, santé, le belge Kili. C'est un grand plaisir. Santé, moi, c'est de la flotte. Santé. Bon, il me reste plus grand-chose, mais santé. Et toi, Frédéric, t'as pas de questions, du coup? J'en ai plein. mais vraiment, on pourrait rester jusqu'à 3h du matin. Ouais, bah oui, non, mais non. Mais non, voilà. J'ai des questions. Je vous propose, on a un peu vu les deux portraits que vous souhaitiez aborder. J'ai quelques questions sur finalement ces apéros criminaux. C'est se déplacer, c'est partir à la rencontre de personnes. Ici, c'est un peu virtuel, mais voilà, vous vous adressez quand même à des gens. Comment ça se passe? Qui vient vous écouter? Je me demandais un peu ça. Et qui vous invite? Les femmes. Principalement, mais non, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. C'est toujours beaucoup de femmes, en fait, finalement. Et puis finalement, la dernière conférence qu'on a faite, on leur a quand même expliqué, je veux dire, faut pas... On est toutes manipulatrices dans l'âme, un petit peu, quand même. Hein? Je disais l'autre fois, juste comme ça, t'as envie d'un sac à main, d'accord? Tu vas aller voir ton mari, tu vas faire un petit sourire comme ça. Oh, il est beau celui-là et tout. Donc quelque part, on a quand même à notre niveau, hein, qui est quand même beaucoup, je veux dire moindre, hein, on a quand même une petite dose de manipulation pour avoir ce qu'on veut. Et en fait, c'est presque pas notre faute, parce que c'est la société qui attend des petites filles qu'elles sachent s'exprimer. On leur demande avant de pouvoir développer leur physique, de développer leur intellect, leur façon de s'exprimer. C'est pour ça aussi qu'il y a une violence aussi un peu manipulatrice chez les femmes, et c'est pour ça aussi que parfois, ce n'est pas elles qui vont qui vont pas aller jusqu'au bout, qui vont pas porter l'arme, qui vont pas tuer la personne, mais savoir aussi avec l'attente d'une certaine société par rapport à nos capacités et ce qu'on pense être une femme. Le petit garçon lui dit d'aller exprimer sa colère physiquement, etc. Et donc on le retrouve finalement dans les types de meurtres et ce qu'on expliquait que la femme finalement elle tue. Mais cette capacité oratoire, cette façon d'arriver aussi à pousser peut-être son partenaire masculin vers le meurtre, c'est une de nos capacités, mais c'est pas notre faute. C'est la faute de la société qui a encore des attentes différentes envers nous, et ça se retrouve aussi dans nos meurtres. Alors, de nouveau, une petite question sur les conférences. Moi, je trouve que vous êtes particulièrement à l'aise dans l'exercice, mais est-ce que vous êtes stressé? Un peu comme moi quand j'étais petit avant un spectacle de Fancy Fair. Je sais pas si vous avez ça en France aussi. Le truc horrible où on fait une chanson devant les parents, tout ça. Mais c'est voilà, du jour au lendemain, vous l'avez dit, vous écrivez des romans. Ici, ce sont des apéros criminaux devant des gens venus vous écouter, ou parfois sur Twitch, hein, soyons fous. C'est quelque chose de stressant, c'est un sujet qui est pas facile non plus, parce que on peut se dire, ok, on peut vite déraper, passer pour des sociopathes nous-mêmes, des psychopathes nous-mêmes, etc. C'est pas grave. Est-ce que vous êtes... Bon, je me doute. Mais voilà, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est stressant à préparer, à faire? Est-ce qu'on y le prend fait goût?
Le fait qu'on soit toutes les deux aussi, c'est différent parce qu'on se connaît. Moi, je suis plus stressée si je dois présenter mon travail ou si je dois me mettre en avant. Là, effectivement, je suis pas particulièrement à l'aise, même si ça se voit pas toujours parce que j'arrive à feindre très très bien. Mais disons, le fait qu'on soit toutes les deux, qu'on ait commencé aussi avec des sujets, on mélange aussi tout notre plaisir de lectrice, notre plaisir de cinéphile. Voilà, là, ce sont des recherches. On ne va pas dire non plus qu'avant une conférence, je me sens à l'aise d'être en public. Encore une fois, je suis plus à l'aise derrière mon ordi à martyriser mes personnages ou à les faire rire que d'être devant un public. Mais je pense que le fait... Enfin, moi, pour ma part, en tous les cas, parce que Sacha est toujours très, très à l'aise. Non, non, mais quand le fait d'être toutes les deux, on arrive à faire ce ping-pong entre toutes les deux, le fait qu'on se connaisse bien et qu'on se marre bien, ça facilite les choses. Enfin, pour moi. Ouais, en fait, moi, le fait que j'ai commencé à les faire toute seule, mes compétences. Voilà. Donc, c'est vrai que déjà, j'ai toujours la petite boule quand même, j'ai toujours, parce qu'on se sent... quand on arrive devant les gens, alors je parle pas forcément d'un live où du coup c'est un peu moins impressionnant parce qu'on voit pas les gens. Et pourtant ils sont là. Et pourtant ils sont là. Salut les gens. Mais je veux dire, quand on est dans une salle et que là il y a, tu vois, par exemple tout à l'heure tu étais avec Stéphane à Nos gens le retrouvent, j'ai effectivement participé avec Cécile à la première édition où là j'ai fait une conférence de criminologie là-bas. Et il y avait du monde. Il y avait du monde. Et là, je peux te dire, j'avais les bras qui tremblaient un petit peu. Au départ, on n'est pas bien. Et puis, finalement, dès que les questions commencent à venir, parce que dès le début, j'ai demandé, j'aime bien demander aux gens quand ils ont des questions, qu'ils me les posent tout de suite, en fait, pas de parler pendant 1 heure et d'attendre les questions après, parce que je pense que c'est plus intéressant d'avoir les réponses à ces questions, si toutefois je peux les donner. Dans les médias plutôt qu'après où ça fait moins sens à mon avis. Et puis du coup, mais je me fais violence parce que moi je suis quelqu'un de super timide à la base. Je l'étais à l'école en tout cas. Et je vais au-delà, je pousse les barrières, je pousse mes barrières, comme je l'ai fait en écrivant, comme je fais avec la criminologie, je pousse les barrières. Et puis avec ma copine en plus, c'est toujours un plaisir. Et puis on est hyper complices et on travaille ensemble aussi, donc c'est génial. Et je pense que ça se voit parce que quand on vous écoute comme ça, je le savais déjà, mais Cécile et Sacha, c'est un peu une évidence, c'est un peu un duo complémentaire. Et du coup, votre boulot, il est impressionnant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le chat. Mais surtout, merci d'être aussi patiente et précise dans vos réponses, c'est tellement intéressant ce sujet, nous dit Attraction Duty, je suis assez d'accord. Donc merci. Moi j'avais encore une question, j'en ai encore plein, mais on va y aller tout doucement. Mais non, on a encore des recueils, parce que c'est important d'en parler. Et puis on finira avec ça, mais point de vue pratique, où peut-on retrouver votre merveilleux duo dont on vient de parler pour écouter en intégralité vos conférences, apéros criminaux. Voilà, je ne doute pas que les gens qui nous écoutent, soit en live, soit pour le replay, auront envie de découvrir d'autres portraits de femmes tueuses, barrées ou pas, ça c'est infirmières ou pas, je ne sais pas, parce que là il y a une vraie tendance, visiblement, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Rassurez-moi. Déjà, donc nous, on va où on nous invite, on est assez gentils. Donc là, pour l'instant, notre prochaine date, elle est au mois de septembre. Le 23. Voilà, le 23 septembre, à Lamorlaye. Dans le 60. Et après, voilà. Donc après, nous, on ira où nous entamons bien sûr une tournée mondiale qu'on tiendra tout le monde au courant. nous en premier. Mais disons que pour l'instant, notre prochaine date est au mois de septembre. Est-ce que vous passez par la Belgique? C'est toujours pareil. Si quelqu'un nous invite, nous on vient. Ouais. Voilà. Donc si vous écoutez ce live en direct ou en replay, eh bien je colle encore une fois grâce à mon super robot les informations. Vous avez les adresses mail de Sacha Herbel et de Cécile Pello.
N'hésitez Pour pas. pour la petite quand même, j'aimerais bien que je sois être un jour invitée en Belgique parce que j'ai quand même commencé mon premier roman en Belgique parce que j'ai été belge pendant 2 ans. Alors ça serait une bonne façon. Enfin, je suis déjà retournée depuis parce que ça fait quand même longtemps. Heureusement, mais j'aimerais bien revenir en terre belge. Sous Belge un Madagascar. jour, belge toujours. Voilà. Dernière question pour ces apéros criminaux. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous titillent? Alors, moi, je le note comme ça dans ma tête. Visiblement, il y a un truc à faire sur les couples. Parce que c'est pas exactement la même chose. On l'a encore vu ce soir grâce à vous. Est-ce que vous allez nous faire un apéro criminaux sur les couples de tueurs ou bien sur complètement autre chose, après le cinéma, après les femmes tueuses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous titillent? On n'a pas encore réfléchi au prochain thème, hein, parce que c'est vrai En que les fait, femmes tueuses, ça nous tenait pas mal quand même. Pour l'instant, on n'a pas encore. Puis comme on me disait, en fait, ça nous permet d'aborder, même si là, finalement, elle a été quand même assez longue, mais voilà, entre guillemets, la panoplie de la femme tueuse nous permet d'avoir vraiment des profils très différents. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Quant au couple, c'est sympa, mais j'avoue que passer 1h30 sur leurs méfaits d'une perversité vraiment... Sur les tortures, actes de barbarie et voilà, autres... Ken et Barbie, avec Barbie qui offre sa petite sœur... Non, on a dit qu'on n'en parlait pas, Cécile. Non, on a à dit son qu'on n'en Ken, parlait pas. voilà, non mais disons que si j'en parle comme ça tout le temps, bon, je veux bien que je sois assez équilibrée comme fille, mais enfin, au bout d'un moment. Non, mais Donc, après, et puis, voilà. Peut-être que finalement les femmes tueuses particulièrement sont venues à la suite d'une des conférences où on nous a demandé quelque chose. Peut-être qu'un jour réapparaîtra un sujet comme ça ou de nous-mêmes, mais pour l'instant finalement on n'a pas encore fait tout le tour parce on découvre encore des choses, quoi. Ben, dans le chat, vous avez encore quelques minutes, hein, n'hésitez pas, balancez vos idées. Vous serez non, mais et puis c'est pareil, on avait fait une conférence sur les tueurs en série au cinéma. On peut encore la refaire, celle-ci aussi. Ouais. Elle était plutôt sympa. Je veux dire, après, voilà. Et puis, ben, certainement qu'un autre sujet nous viendra. Certainement. Mais déjà avec ces deux-là, on tient que ce soit voilà. On a un panel assez large. On a un panel assez large et comme on peut pas tout présenter non plus à chaque fois parce que effectivement là on se couche très très tard, où on retient les gens très très longtemps, contre leur gré ou pas. Mais visiblement tout le monde reste. Hein. Donc, je dis ça, je dis rien. mais disons que c'est vrai que on peut aborder des portraits un peu différents ou des angles un peu différents aussi à chaque fois en fonction des questions, du public, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça peut encore nous intéresser pendant un petit bout de temps, quoi. Ouais. Et de mon côté, j'en fais une le 17 juin, là, en revanche, sur un seul tueur en série qu'on m'a demandé. Il s'appelle Albert Fish. Je vous invite à aller voir son profil sur Wikipédia, c'est sympa. Et donc, vous avez pas une idée d'Attraction Duty. Est-ce que vous seriez tenté de traiter les sectes qui ont tendance à virer au massacre? Oh, j'adore les sectes. Moi aussi, j'adore les sectes. Mais sur le plan criminologique, c'est différent. Donc là, il faut traiter ça encore différemment et c'est d'autres recherches, mais moi aussi, j'adore les sectes. Ouais, puis en plus, moi, j'aime bien, c'est le côté pouvoir. J'aime bien le côté pouvoir, justement, quand je vous montrais le bouquin que je l'ai trouvé mais particulièrement passionnant. Il a interrogé 500 personnes, que ce soit des chefs de cartel ou que ce soit des dictateurs, anciens dictateurs ou enfin bon bref. Et ce côté pouvoir est dans le secte. Je pense que là on est à l'apogée de l'emprise sur un groupe et ce qu'on arrive à leur faire faire. Et ça tombe bien en plus. Dans ton prochain roman, tu parles de secte. Ah bon? Et c'est une deuxième tentative pour en savoir plus. Si ça, c'est pas une perche, j'ai envie de te dire. Ah bah, c'est une perche, mais que je ne prendrai pas. Eh bien, ce que je te propose comme perche, c'est quand ce sera le moment... C'est tout bientôt que je vais vous en parler un peu. Voilà, et tu reviendras ici, maintenant que Twitch n'a plus de secret pour toi, et que tu connais le chemin.
tu connais le chemin, tu seras Avec grand évidemment plaisir. la bienvenue. Mais Mais apparemment, en même juste pour temps, que vous le sachiez, les sectes, ça a l'air oui, voilà, d'enthousiasmer le chat. Hein. j'allais te dire que là, tu tiens un prochain sujet. On va en parler avec Cécile, mais elle aime, j'aime. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Truc à faire parce que c'est à la fois effrayant, à la fois fascinant, Ouais. c'est C'est flippant. comme ça qu'on change voilà, Ouais. c'est comme ça en fait qu'on trouve nos idées. Donc voilà, pour le coup, c'est peut-être à cause de toi qu'on va faire les sectes. Grâce. C'est vrai que la capacité des familles ou des parents à offrir leurs enfants. Bon, bref. On a Mais là, encore c'est une, oui, une non, belle, mais on non, a une belle repars pas palette. là-dessus, Cécile, parce que sinon à 1h du matin, on y est encore. C'est ça. Mais donc, retenez qu'à 22h50, en ce 26 mai 2022, nous avons lancé cette idée grâce à Attraction Duty des sectes, validée par tout le chat, ou presque, hein, et moi-même. C'est un super sujet, effectivement. Et on a peut-être un truc à faire là pour vous deux. Il y a des recherches. Je pense que vous allez passer de toutes belles soirées grâce à nous. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir. Bah si, merci. Hein. Ouais, bah, si. Merci de nous donner du boulot. Avec grand plaisir, moi, si tu Voilà. savais. Je vous propose pour terminer, on avait parlé de 3 recueils qui vous tenaient à cœur. Je propose qu'on en dise un mot. Alors je ne sais pas qui veut parler de quoi, donc je vous suis. J'ai préparé les couvertures. On va terminer gentiment avec ça, et puis je vous laisserai le mot de la fin. Je vous remercierai avec des grands cœurs et des grands sourires. Oh, Et même puis, les cœurs, Moi, je- je sais faire les cœurs aussi. Et ben voilà, et puis je pense que Même les cœurs et les tout sourires. doucement, on ira manger des choux à la crème et puis dormir. Des choux à la crème? Oui, il me reste 2 choux On à la arrive. crème. Et j'y pense depuis Ok. tout à l'heure. Hein. J'aurais dû les prendre près de moi, mais Ok, j'ai oublié. ça c'est encore une raison de plus pour veux- aller en Belgique, Cécile. Tu veux dire que tu aurais mangé tes choux à la crème devant nous comme ça, Ah, mais clairement. Ça c'est moche. Sacha? Mais je suis... Sacha. Ça c'est moche. Tu sais qu'on sait comment faire disparaître les corps. Et tu sais qu'on a déjà fait nos gens le retrou, on sait très bien où tu seras dimanche. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, mais venez nous dire bonjour seulement. On a déjà fait tous les repérages. C'est ça. T'as de la chance, moi je suis dans le sud ce week-end. Non, moi je suis en Touraine, mais t'as de la chance. Ah, mais j'ai de la chance, mais on se recroisera tôt ou En tard fait, et... c'est peut-être juste nos alibis. C'est ça. C'est vrai que les... Alors, bah, du coup, je commence Alors, avec Ah bah oui. Itinéraire noir. Itinéraire noir, c'est un recueil, donc ça a été lancé par Aude Tichamp. On est 32 auteurs réunis pour ce recueil qui est en fait en faveur. C'est contre l'endométriose en fait. Je suis la marraine de cette association Endomorphose 28 parce que comme vous allez le comprendre, du coup j'ai la joie et l'avantage de souffrir de cette maladie. Voilà. Et donc Aude m'a demandé d'écrire le comment ça s'appelle? La La préface. préface. Ça va Ainsi aller. qu'une nouvelle. Et donc Cécile est aussi dans le recueil. Voilà. Et donc on est 32 auteurs et c'est c'est contre l'endométriose. C'est toujours chiant de dire c'est pour l'endométriose. Non, C'est pour la lutte contre. c'est pour la lutte contre. Merci. Avec plaisir. Moi, en Voilà. fait, juste pour que tu saches, moi là, on arrive dans les heures où je suis le plus efficace. Hein, donc, Ah ok. donc je prends le relais. Et juste vous dire, parce que j'en profite, c'était en lien avec notre premier invité, Stéphane, tout à l'heure pour le salon Nos gens, le retrou, sang et encre. Aude, dont tu parles, sera là. Ouais. Du coup, D'accord. le recueil sera là aussi, j'imagine. Ah bah Et voilà. donc, Et voilà. si la boucle est bouclée, donc si vous passez dire bonjour dimanche, je pense que Aude sera là, donc voilà, on vous pourrez Ah au non, moi je minimum. serai à Bormes-les-Mimosas. Mais écoute, Non, mais des gens qui écoutent. on fera. Ah, mais pardon. oui, les gens qui écoutent, tu vois, parce que c'est une saloperie de maladie, hein, soyons clairs, et donc, Ouais, c'est chiant. 32 auteurs, c'est à mon avis 32 occasions aussi de découvrir les univers. Je sais pas s'il y avait un thème, quelque chose, mais donc voilà, ce sera l'occasion à nos Polar. gens. Polar, voilà, et ça permet de Polar. découvrir des auteurs. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les découvrir dans leurs romans, etc., là vous avez 32 possibilités d'avoir un coup de cœur pour une plume. C'est exceptionnel.
32 c'est beaucoup, mais du coup il y a 32 fois plus de plaisir. Et donc si vous passez par Nos gens le retrouvent, à mon avis, vous aurez ça sur une des tables, puisque Aude sera là. Et c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup Sacha. Merci à toi. La marraine. À toi Cécile. Le deuxième recueil, mais tu as eu la chance. Tu as eu la gentillesse aussi d'inviter Sylvie Kolavski pour te parler de ce recueil-là. Donc Sacha et moi y avons participé aussi. Donc c'est pour aider l'association Lutter contre la mucoviscidose. Et donc là, on est 14 auteurs à avoir participé, et donc le thème était Respire, et là, il n'y a pas que du polar. Il y a tous les genres confondus suite à ce thème. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver également là. Et le dernier recueil dont je voulais vous parler ce soir, puisque finalement 2021 a été très riche pour nous, en tous les cas pour ce genre de projet. Moi, le projet qui a commencé il y a 2 ans et demi, qui a enfin vu le jour en octobre, merci la pandémie, c'est Stonewall aux éditions Abstraction. Donc là, c'est en faveur de Urgence Homophobie. Donc c'est un recueil qui a autant de poésie, de témoignages, d'art graphique, et dans celui-ci j'ai la chance d'avoir un de mes poèmes qui a été publié, et je suis auprès... la préface a été faite par... je vais pas dire le nom parce que je vais dire une bêtise. Leïla Slimani, voilà, je vais y arriver. Et donc voilà, c'est un beau recueil, c'est complètement différent. Et voilà, donc c'est les trois recueils qu'on est contente de mettre en avant, parce que ce sont différentes causes où on est des alliés, où on est concerné, où on a envie de donner un petit coup de main. Et voilà, donc Stonewall, Respire et Itinéraire noir. Voilà. Et ça fait beaucoup de très très bonnes lectures. Mais oui, on avait reçu Sylvie, la polardeuse, sur cette chaîne voilà. il y a quelques semaines, qui nous avait parlé de ce recueil. Stonewall, Itinéraire noir. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, il y a plein de choses à découvrir. Ça a l'air de vous tenir à cœur aussi, tout ce qui est nouvelles, tout ce qui est recueil pour les causes. On est régulièrement mis à contribution voilà, dans ces cas-là, et c'est très bien. Je suppose que l'exercice vous plaît aussi, parce que au-delà de la cause, c'est toujours amusant d'écrire une c'est un exercice différent, la nouvelle, c'est sympa. Au-delà du fait de participer à une cause comme ça, c'est un exercice différent. Donc dans l'écriture, c'est toujours un petit plus aussi de... Ouais, puis ça nous permet des fois d'aller sur des personnages ou des univers sur du long, c'est peut-être des fois plus compliqué à mettre en place. C'est des essais, c'est des choses vers lesquelles on tente aussi des choses. Donc il y a aussi le plaisir de la création dans les textes courts qui me plaît aussi beaucoup. Alors si en plus ils peuvent servir à apporter quelques sous à une assoce, à une cause, encore plus quoi. Mais pour moi il y a un vrai plaisir de création en tous les cas. Eh bien, avant de... J'ai presque respecté ce que j'avais dit. Regardez, 23h, c'est une belle heure. On est... C'est ça. Voilà. On est comme on avait dit. Avant de vous remercier avec des cœurs et des gros bisous, comme je le disais, je vais vous laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte historique avec vous. La première fois qu'il y a plusieurs invités simultanément. Écoutez, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Quoi souhaiteriez-vous nous dire pour conclure cet échange que personnellement j'ai trouvé captivant, et je ne suis pas le seul, visiblement. Cécile, vous êtes sans voix ou ce que je peux vous dire, c'est que si vous deviez retenir quelque chose de cette soirée, de toute notre exposé, de tout ce qu'on vous a raconté, c'est, j'ai envie de dire presque un conseil, c'est... Ne devenez pas infirmière. Méfiez-vous aussi de nous. Voilà. C'est noté.
Et de mon côté, déjà, enfin, merci de nous avoir reçus, Frédéric. Et puis, la schizophrène et la psychopathe que nous sommes, Vous salue. Te remercie grandement. Merci à tous d'être venus nous écouter. Et puis, rendez-vous pour, je sais pas, peut-être des sectes ou autres cannibales. Voilà, et puis pour vos livres, parce que comme vous le disiez tout au début de ce live, je sais pas si vous étiez déjà tous là qui nous écoutaient au début, mais donc Sacha Herbel et Cécile Pelot écrivent aussi des livres, hein, ne font pas que des apéros criminaux. On ne fait pas que boire non plus. Non, c'est pas que boire. Non. Je suis dit, j'ai jamais essayé d'écrire en étant bourré. Écoute, prochaine conférence, écrire bourré. Il y a moyen de faire. Voilà, c'est notre prochain challenge. Écrire bourré et que ce soit intéressant en plus. Voilà. Il y a moyen de faire une table ronde. Prochain rendez-vous, Fred. Mais et ce que vous savez pas, c'est que j'ai pris des notes pendant cette soirée. Alors j'ai mis qu'il fallait qu'on fasse le test de art tous ensemble en live. Ouais, comme ça on fait. De R. Alors, comme on était la première table ronde de ta boîte, et ben là, on sera la première table ronde bourrée de ta boîte. En faisant un questionnaire. Et ça fera... Tu sais, c'est comme tu es sur la plage avec ton amoureux et que tu coches et que tu essayes d'avoir les mêmes. On pourra échanger sur notre niveau de psychopathie ou pas. Enfin bon, tout va bien. Avec grand plaisir. Du coup, c'est noté dans mes idées avec tant d'autres, grâce à vous. Sacha, Cécile, je vous remercie encore 1000 fois d'être venus parmi nous. Merci à toi de ton invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, le chat est unanime, danse du bonheur. Y a de tout. Hein. Oui, les poissons. Merci à toutes les deux pour cette soirée hyper... C'est même pas fascinante, c'est hyper fascinante. Et vos réponses aux questions. Il ne faut jamais se faire piquer par une infirmière. Je pense qu'on va traumatiser pas mal de gens avec ça. On espère bien. On espère visiblement vous voir en Belgique. C'est notre but. C'est notre but dans la vie. C'est notre but dans la vie. Et bon salon à toi dimanche. Ruiner une profession. À nos gens. Les gens sont très sympas à nos gens. Passe le bonjour pour nous. Mais déjà, moi, depuis que je sais que je vais aller dans un château, je suis comme ça. Mais voilà, donc on vous attend en Belgique, sachez-le. Mais nous, on est partis. Et puis on a notre valise est prête. Et puis on vous attend en France aussi. Je vais remettre une dernière fois parce que je suis un fou. Si vous écoutez ceci et que vous voulez un apéro, criminaux, conférence, tout ce que vous voulez, hyper qualitatif, parce que vous l'avez vu, elles savent de quoi elles parlent. On est minutieuse. Alors apparemment le test en étant bourré, ça a l'air de plaire. Hein. Ça a l'air oui, mais c'est une bonne idée. Voilà. Je le note en tout cas. Les petites réglettes, ça va être monstrueux. On va recevoir des invitations un peu cheloues après. Un peu chelou. Bon allez, hop. Je vous souhaite, on ferme la boîte, une très très bonne fin de soirée. Je vous laisse raccrocher, c'est le petit téléphone rouge. Moi, le temps de vous dire au revoir et puis je raccrocherai aussi. Parce que j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. T'es à sec. Moi aussi j'ai plus d'eau. À très bientôt. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Merci à toi.